Alors que vraiment, je vous jure, enfin, vous le savez, chez Sohrawardi, chez Rouzbehan, chez d'autres, la question de la révélation et de l'intellect, elle est entrelacée. On ne peut pas la découpler. Et nous aurons tout à l'heure à les présenter davantage à nos amis auditeurs. Quand vous avez dit que vous n'avez pas la foi, j'ai envie de dire que ce n'est pas la question ici. Et si je devais revenir à la raison religieuse des votes, je ferai appel à un aphorisme dit de la tradition sainte qui dit que Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier tout en cherchant après lui, en dialoguant avec lui, qu'en ayant cru en lui tout en le méconnaissant. Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître? C'est déjà l'usurper, se croire seul procurateur de ses droits, et surtout ne pas l'honorer en l'homme. Alors nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Cynthia Fleury, philosophe. Elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et surtout professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Et aujourd'hui, on parle du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Plus exactement, l'ouvrage qui nous sert comme base de discussion ce matin est Dialoguer avec l'Orient aux éditions CNRS Éditions. Et toute la première partie était une sorte de mise en train. Maintenant, et à juste raison, en tout cas de mon point de vue, vous mettez le doigt sur ce que j'appellerais, vous l'avez dit vous-même, les coups de force interprétatifs et des usurpations de type sémantique qu'utilise le néo-fondamentalisme ou l'islamisme de nos jours. Et ce néo-fondamentalisme ne donne pas lieu à l'intellectuel avec le statut, la mission, la tâche de l'intellectuel renaissant. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est sûr. C'est vrai que c'est une usurpation des concepts. On va sans doute, ne serait-ce que d'un concept classique qui est le djihad, si on commence simplement par ce qui est non pas le plus simple, oui. Mais le djihad est une racine qui, au départ, effectivement, renvoie à une notion d'effort, de travail, et vous l'entendez tout à fait très souvent d'ailleurs, puisque on le voit, on fait une différenciation entre ce qu'on appelle le combat intérieur et puis effectivement le combat extérieur. Mais ce qui était très intéressant pour moi, puisque moi je découvrais ça, c'était la parenté qu'il y avait entre djihad et ijtihad. C'est la même racine. C'est la même racine, mais ça veut de fait, en tout cas aujourd'hui, dire presque quasiment l'inverse, alors que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est cet effort. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il ne s'agit absolument pas de nier le djihad défensif. Voilà. Le djihad offensif, c'est déjà une relecture du djihad défensif. Et surtout, on va dire que ce qui est intéressant dans la notion de djihad, et ce qui fait que moi je me sens djihadiste, dans ce sens-là, si vous voulez, c'est que je me bagarre contre moi-même. Attention, Cynthia Fleury, c'est un extrait hors contexte, tel ou tel propos. Vous avez tout à fait raison. Mais vous avez raison. Le djihad majeur, c'est le fait de juguler ses passions, réguler ses désirs, œuvrer sur ses mauvais penchants, etc. Exactement. Le djihad majeur, c'est celui-là. Et si vous voulez, si on ne fait pas un travail d'historiographie, si on fait un travail d'herméneutique, si on fait un travail autour des concepts, de voir qu'est-ce que un concept qui vient d'ailleurs, comment il peut nourrir ma propre réflexion, c'est ça qu'on va essayer de voir. C'est cet effort interprétatif qui vient transformer la matière, notre matière, la matière de notre corps, ou plus spécifiquement la matière d'une connaissance. Donc déjà, vous avez tout un travail de déconstruction, de réductionnisme plutôt de la part des néo-fondamentalistes qui bien évidemment font ce travail toujours d'aller soi-disant vers quelque chose qui est originel. C'est pour ça que moi j'ai jamais aimé ce terme de radicalisation. Je trouve que c'est un terme
impropre. La radicalisation est un retour aux racines. C'est la même chose quand on parle de djihad. Ça me monte à la gorge parce que je trouve que ce sont des termes d'une dignité absolue pour ce que nous avons aujourd'hui en face de nous, c'est-à-dire des phénomènes d'aliénation totale, de fanatisation, et puis en plus de barbarie, et de barbarie à la limite pas à la limite d'ailleurs, qui ont basculé dans une psychose mortifère. Et je pense pas du tout que l'on soit dans quelque chose de grand, d'idéologique, et qui renvoie à ces questions conceptuelles-là. Cynthia Fleury, à ce sujet, pardonnez-moi de vous interrompre, à chaque fois j'interromps le flux et le flot de vos idées. Vous seriez d'accord pour dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le vocable djihad recouvre ces différentes significations, ou qu'on l'a perdu à jamais et autant passer à autre chose? Quand on voit que l'ijtihad, chez les philologues arabes, c'est l'effort intellectuel, cérébral, mental, jusqu'à l'épuisement, parce qu'il y a une notion d'un effort intensif, est-ce qu'il faut le récupérer, si je puis dire, ou dire, bon, puisque c'est ainsi, les mots naissent, vivent et puis meurent au gré de ce qu'on leur fait faire? Je vais répondre, c'est terrible, je vais répondre oui et non, c'est-à-dire que... Vous n'êtes pas normande. Voilà, et pourtant non, je suis bretonne, en tout cas d'origine. Pourquoi? Parce que si vous voulez, je pense quand même que la bataille de la définition du mot est une vraie bataille. Je pense que le logos est régulateur dans une société, et que se faire régulièrement usurper le logos, la parole, c'est se faire usurper la raison. Donc, nommer les choses, comme disait notre cher Camus, est absolument nécessaire. Mal les nommer vient bien évidemment ajouter au malheur du monde. Ajouter grandement. On pourrait le parodier grandement au malheur du monde, surtout dans des univers qui ont fait le pari, puisque c'est quand même aussi la vérité de notre siècle d'aujourd'hui. Nous avons fait le pari tout de même d'une tentative de pacification. C'est depuis 48 la doctrine qui sied en tout cas à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est-à-dire que nous tentons quand même d'avoir un agenda commun. Et cet agenda commun, il se fait aussi par le langage et par la langue. Donc je pense que cette affaire-là de revenir sur ijtihad, sur djihad, sur zirk, sur différents termes qui sont les nôtres, est absolument important, et que précisément ce n'est pas simplement certains qui peuvent venir travailler ces notions-là, mais on a tous la possibilité de venir s'essayer. On ne donne pas le même niveau chacun, c'est évident. Il y a des asymétries. Nous ne sommes pas dans une où chaque savoir qui est amené a la valeur de l'autre savoir. Mais en tout cas, la tentative de pouvoir réfléchir sur des mots de façon autonome et en même temps de façon érudite, c'est-à-dire avec l'apport de savants et de spécialistes de ces questions, ça me paraît absolument clé. Et puis, c'est vrai que moi j'avais défendu, parce que ce livre date de près de 15 ans, dans la foulée, après, il y avait eu la commission Stasi. La commission Stasi avait défendu l'existence de l'enseignement, une sorte d'anthropologie comparée des religions, enfin quelque chose qui serait comme cela. Après, la question c'était est-ce que c'est un cours en soi, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va venir comme ça dans les cours, soit de philosophie, de lettres, d'histoire, de sciences, etc. Et moi, j'avais plutôt défendu cette question. J'étais pas à la commission Stasi, mais j'avais à l'époque vu, bien évidemment, certains des membres de cette commission, et puis déjà sur les différentes agoras dans lesquelles je pouvais défendre ça. Je pense que, si vous voulez, en règle générale, le savoir est un territoire qui est notre territoire. Et je pense que c'est notre premier territoire. Et que donc tout ce qui est fait pour nous emmener vers ce savoir est une bonne chose. Après, encore une fois, j'ai un regard définitivement profane, définitivement laïque. Je reprends d'ailleurs dans ce texte le concept de Jacques Berck, qui explique qu'il faut lire le Coran au travers comme un texte. En entrelac.
Exactement, on entre là avec à la fois cette liberté et cette déférence cognitive, c'est-à-dire que toute personne qui fait un travail intellectuel respecte la matière qui est en face de lui, mais n'a absolument pas